J'observe Paris depuis la fenêtre de mon salon, le bruissement des feuilles dans les arbres centenaires du jardin, contrastant avec le silence qui règne dans ma demeure. Les rideaux de soie bleu pâle ondulent doucement dans la brise du matin, et je resserre mon châle en cachemire autour de mes épaules. Cette maison a toujours été trop grande pour une personne seule, mais après 65 ans, on s'habitue à entendre l'écho de ses propres pas sur le parquet ancien. Je m'appelle Hélène Dufresne. Dans le 16e arrondissement de Paris, mon nom évoque encore respect et admiration dans certains cercles. Ancienne directrice de la Banque nationale de Paris, veuve d'un industriel reconnu, mère d'une fille unique avec qui je ne parle plus depuis 5 ans. Une vie que beaucoup envieraient de l'extérieur, mais les apparences sont souvent trompeuses, n'est-ce pas? Ce matin d'octobre ressemblait à tant d'autres. J'avais préparé mon thé Earl Grey, disposé quelques madeleines sur une assiette en porcelaine de Limoges héritée de ma grand-mère, et j'étais installée dans mon fauteuil Louis XV près de la cheminée. Mon rituel quotidien, immuable depuis des années. La routine, cette amie fidèle des personnes âgées. Pourtant, ce jour-là allait bouleverser l'équilibre précaire que j'avais construit autour de ma solitude. La sonnette de la porte d'entrée a retenti, brisant le silence de la maison comme un cri dans une cathédrale. J'ai sursauté, renversant quelques gouttes de thé sur ma jupe en tweed. Inhabituellement nerveuse, j'ai lissé mes cheveux argentés coiffés en un chignon impeccable. Vérifié rapidement mon apparence dans le miroir ancien du hall d'entrée. L'élégance a toujours été ma seconde nature, une armure contre le monde extérieur. Quand j'ai ouvert la lourde porte en chêne, j'ai été surprise de découvrir un jeune homme, à peine plus âgé que 20 ans, vêtu d'un uniforme de livreur, son casque de moto sous le bras. Son visage juvénile contrastait avec le sérieux de son regard. Dans ses mains, il tenait une boîte à pâtisserie de taille moyenne, nouée d'un ruban de satin bordeaux. « Madame Dufresne ?» a-t-il demandé, sa voix trahissant une légère nervosité. J'ai acquiescé, intrigué. « Livraison pour vous ?» a-t-il poursuivi en me tendant le paquet. Un gâteau de la part de la pâtisserie, le ciel sucré. J'ai froncé les sourcils, déconcerté. Je n'avais rien commandé. Et cette pâtisserie, elle n'était pas parisienne, j'en étais certaine. « Il doit y avoir une erreur, jeune homme. Je n'ai pas commandé de gâteau. » Il a consulté son bon de livraison, perplexe. « C'est bien, Madame Hélène Dufresne, 47 avenue Foch ?» Ma méfiance s'est intensifiée. Peu de personnes connaissaient mon adresse personnelle. J'ai étudié le jeune homme plus attentivement. Antoine d'après son badge. Il semblait sincèrement confus, pas menaçant. « La commande a été payée d'avance », a-t-il ajouté, comme pour me rassurer. « On m'a demandé spécifiquement de vous livrer ce gâteau avant midi. » Avec hésitation, j'ai accepté la boîte. Elle était étonnamment légère pour un gâteau et délicatement parfumée. Une senteur subtile de vanille et de chocolat noir s'en échappait. « Qui l'a commandé ?» ai-je demandé. Ma voix trahissant mon inquiétude, malgré mes efforts pour paraître détachée. Antoine a haussé les épaules. « Je ne sais pas, madame. On m'a juste donné l'adresse et le paquet. Mais il y a une carte attachée au ruban. Peut-être que ça vous aidera ?» J'ai remarqué alors la petite enveloppe crème, délicatement glissée sous le nœud du ruban bordeaux. Mon cœur s'est serré inexplicablement. J'ai remercié le livreur et refermé la porte, mon regard fixé sur cette mystérieuse boîte. Dans mon salon, j'ai déposé le paquet sur la table basse en marbre, m'en éloignant comme s'il s'agissait d'un objet dangereux. Ridicule, bien sûr. Qu'y avait-il de menaçant dans un gâteau? Pourtant, quelque chose dans cette situation éveillait mes instincts. Pendant 40 ans à diriger une banque, j'avais appris à reconnaître quand une situation sortait de l'ordinaire. Et celle-ci sonnait tous les signaux d'alarme dans mon esprit. Avec des doigts légèrement tremblants, j'ai détaché la petite carte de son enveloppe. L'écriture était élégante, féminine, tracée à l'encre bleue sur papier épais. Pour la meilleure mère du monde. J'ai dû m'asseoir. Ces mots, apparemment innocents, m'ont frappé comme une gifle. La meilleure mère du monde. Une phrase que ma fille Delphine aurait pu écrire dans une autre vie avant que le fossé ne se creuse entre nous. Avant que les non-dits, les reproches et finalement le silence ne deviennent notre seul mode de communication. 5 ans. 5 longues années sans entendre sa voix. Notre dernière conversation avait été explosive dans ce même salon. Des accusations, des larmes, des portes qui claquent. Et maintenant,
Ce gâteau? Pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui avait changé? J'ai défait lentement le ruban, soulevé le couvercle de la boîte avec précaution. À l'intérieur, un gâteau au chocolat parfaitement réalisé. Une mousse sombre et brillante, décorée de copeaux de chocolat blanc et de quelques framboises fraîches, artistiquement disposées. Un chef-d'œuvre de pâtisserie. Pourtant, au lieu de l'appétit, c'est l'appréhension qui m'a envahi. Ce gâteau était trop parfait, cette situation trop étrange. Ma fille, pâtissière talentueuse, avait toujours eu un don pour transformer les ingrédients les plus simples en créations sublimes. Mais pourquoi m'envoyer cette œuvre d'art sucrée après tant d'années de silence? Je me suis levée et fait les 100 pas dans mon salon. Les photographies de famille sur la cheminée semblaient me juger. Claude, mon ex-mari, dans un cadre en argent, son sourire charmeur figé dans le temps. Delphine à différents âges, enfant aux nattes impeccables, adolescente rebelle, jeune femme diplômée de l'école de gastronomie. Et puis, dans un cadre plus discret, mon fils cadet, celui dont on ne parlait plus, dont la disparition avait été le début de la fin pour notre famille. Le gâteau attendait, impassible, sur la table. J'ai touché la surface lisse de la mousse du bout du doigt, l'ai porté à mes lèvres, puis me suis ravisé. Un pressentiment, une intuition, appelez cela comme vous voulez. Quelque chose me disait de ne pas goûter cette pâtisserie, aussi tentante soit-elle. J'ai refermé la boîte, me suis installé dans mon fauteuil pour réfléchir. Le silence de la maison semblait maintenant oppressant, comme si les murs eux-mêmes retenaient leur souffle. Dehors, Paris continuait sa vie, indifférente à mon dilemme. Des voitures passaient, des oiseaux chantaient dans le jardin. Le monde tournait, et puis, comme une réponse à mes questionnements silencieux, la sonnette a retenti à nouveau. Cette fois, je savais qui se trouvait derrière la porte avant même de l'ouvrir. Madame Solange Beaumont, ma voisine depuis 20 ans. Une femme de mon âge, veuve comme moi, mais qui, contrairement à moi, n'avait jamais accepté la solitude. Toujours curieuse, toujours à l'affût des derniers potins du quartier. « J'ai vu un jeune homme à moto s'arrêter chez vous », a-t-elle dit sans préambule lorsque j'ai ouvert la porte. Son regard vif scrutait déjà l'intérieur de ma maison par-dessus mon épaule. « Tout va bien, Hélène ». J'ai forcé un sourire poli. Solange et moi n'avions jamais été amis, malgré la proximité de nos demeures. Mais en cet instant précis, sa présence importune allait prendre une tournure que ni elle ni moi n'aurions pu imaginer. « Entrez donc, Solange », ai-je dit en m'effaçant pour la laisser passer. « Je viens de recevoir un cadeau assez mystérieux. Peut-être pourriez-vous m'aider à comprendre ce qui se cache derrière. » Elle est entrée, son parfum trop fort envahissant le hall d'entrée. Je l'ai conduite au salon, où le gâteau attendait, objet innocent d'un drame qui allait bientôt se jouer sous mon propre toit. Solange s'est avancée dans mon salon avec cette curiosité qui ne l'avait jamais quittée, même après toutes ces années. Ses yeux se sont immédiatement posés sur la boîte de pâtisserie, comme un animal flairant une proie. « Qu'avons-nous là ?» a-t-elle demandé en s'approchant de la table basse. « Un cadeau d'un admirateur secret, Hélène ?» J'ai réprimé un soupir. Solange avait toujours eu le don de transformer les situations les plus banales en potins croustillants. Mais aujourd'hui, étrangement, sa présence m'apportait un certain réconfort. Ce gâteau mystérieux me troublait plus que je ne voulais l'admettre. C'est un jeune livreur qui me l'a apporté, et j'expliquai en m'asseyant dans mon fauteuil. Un certain Antoine, de la pâtisserie Le Ciel Sucré. Solange a froncé les sourcils. Cette pâtisserie à Lyon, c'est étrange, non ? Qui enverrait un gâteau de si loin? J'ai été surprise qu'elle connaisse l'établissement. Solange ne quittait presque jamais Paris, hormis pour ses séjours annuels à Deauville. « Vous connaissez cette pâtisserie ?» ai-je demandé. Elle a agité la main avec nonchalance. J'ai lu un article dans Le Figaro récemment. Une jeune chef pâtissière qui fait sensation. Delphine quelque chose. Oh! Son visage s'est figé en réalisant la connexion. Delphine Dufresne, ma fille. J'ai hoché la tête lentement. Oui, c'est ma fille qui y travaille, qui est devenue chef pâtissière apparemment. Je ne savais pas que Delphine était à Lyon, a murmuré Solange, soudain mal à l'aise. Notre brouille familiale n'était pas un secret dans le quartier, mais personne n'osait jamais l'évoquer directement avec moi. J'ai soulevé la petite carte toujours posée près de la boîte. Le message dit « Pour la meilleure mère du monde », après 5 ans de silence. Solange s'est assise en face de moi,
son expression oscillant entre la compassion et l'excitation de se retrouver au cœur d'un drame familial. Peut-être est-ce une tentative de réconciliation. J'ai caressé le papier épais de la carte, mon esprit tourbillonnant de souvenirs. Delphine enfant, courant dans ce même salon, ses rires résonnant contre les murs. Delphine adolescente, rebelle et passionnée, défiant mon autorité à chaque occasion. Delphine adulte, m'accusant de choses que je ne pouvais ni confirmer ni nier, des secrets de famille trop lourds à porter. Une réconciliation ? Ai-je répété, presque pour moi-même. Je ne sais pas, Solange. Notre dernière conversation a été définitive. Je me suis levée, incapable de rester immobile, et me suis dirigée vers la fenêtre. Le jardin d'automne s'étendait devant moi, les feuilles dorées dansant dans la brise légère. Un tableau paisible qui contrastait violemment avec le tumulte de mes pensées. « Vous n'avez jamais parlé de ce qui s'est passé ?» a dit doucement Solange, son ton inhabituellement délicat. « Entre vous et Delphine ?» J'ai fermé les yeux un instant, laissant les souvenirs m'envahir. Ce terrible jour de novembre, 5 ans plus tôt, la pluie battante contre les vitres, Delphine, trempée et furieuse, faisant irruption dans ce même salon. Elle a découvert quelque chose, ai-je finalement répondu, choisissant mes mots avec précaution. Des documents concernant son frère, des papiers que j'aurais dû détruire depuis longtemps. Je n'ai pas précisé la nature de ces documents. Comment aurais-je pu expliquer que mon fils, son demi-frère, n'était pas mort d'une maladie rare, comme nous l'avions toujours prétendu, que la vérité était bien plus sombre, bien plus complexe. Et maintenant ce gâteau, a murmuré Solange, reportant notre attention sur la boîte posée sur la table. Vous devriez peut-être l'appeler, la contacter directement. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas encore. Je dois d'abord comprendre ce que signifie ce geste. Je suis retournée près de la table et ai ouvert à nouveau la boîte. Le gâteau était vraiment magnifique. Une mousse au chocolat noir d'une texture parfaite, décorée avec une précision qui témoignait d'années de pratique. Delphine avait toujours eu un don pour la pâtisserie, même enfant. Je me souvenais de ses premiers gâteaux, maladroits mais pleins d'amour. Comment étions-nous passés de ces moments de complicité à ce gouffre de silence? « Il sent divinement bon ?» a remarqué Solange, se penchant pour mieux observer la pâtisserie. En effet, l'arôme était envoûtant. Chocolat noir, vanille et quelque chose de plus subtil, une note que je n'arrivais pas à identifier. Une amertume légère, presque imperceptible sous la douceur. « Vous n'allez pas le goûter ?» a demandé Solange, surprise par mon hésitation. J'ai refermé lentement la boîte. Je ne sais pas, c'est compliqué. Solange a levé un sourcil, intriguée. Qu'est-ce qui pourrait être compliqué dans le fait de manger un gâteau, Hélène? Surtout un qui semble aussi délicieux. Comment lui expliquer ce malaise qui grandissait en moi? Cette intuition, presque primitive, qui me disait de me méfier? J'avais passé ma vie professionnelle à analyser les risques, à déceler les menaces cachées derrière les opportunités trop belles pour être vraies. Et ce gâteau, cette réconciliation soudaine après 5 ans de silence absolu, éveillait tous mes instincts de méfiance. La dernière fois que nous nous sommes parlé, et je commençais lentement, Delphine m'a accusé d'être responsable de la mort de son frère. Elle a dit des choses terribles, des choses qu'on ne peut pas simplement effacer avec un gâteau, aussi magnifique soit-il. J'ai omis de mentionner que certaines de ces accusations n'étaient pas entièrement fausses, que les secrets de famille que j'avais enfouis pendant des décennies méritaient peut-être la colère de ma fille. Les enfants disent souvent des choses qu'ils ne pensent pas quand ils sont en colère, a philosophé Solange. Peut-être a-t-elle eu le temps de réfléchir et de regretter ses paroles. J'ai souri tristement. Peut-être. Ou peut-être y a-t-il autre chose derrière ce geste. Je me suis approchée de mon secrétaire en bois de rose dans le coin du salon. De là, j'ai sorti un album photo relié de cuir bleu nuit. Je l'ai ouvert avec précaution, les pages craquant légèrement sous mes doigts. Des photographies de Delphine à différents âges défilaient sous mes yeux, son sourire s'estompant progressivement au fil des années, remplacé par une gravité précoce. « Savez-vous ce que Delphine voulait faire, initialement ?» ai-je demandé à Solange, qui m'observait avec curiosité. Avant de devenir pâtissière, Solange a secoué la tête. « Chimiste », ai-je répondu doucement. Elle était brillante en sciences, particulièrement en chimie organique. Elle aurait pu faire une carrière remarquable dans la recherche pharmaceutique.
Je n'ai pas ajouté que ce changement de carrière avait coïncidé avec la découverte des circonstances réelles de la mort de son frère, que la pâtisserie était devenue son refuge, sa thérapie, après le traumatisme de la vérité. Un silence pesant s'est installé dans le salon. Même Solange, habituellement si prompte à combler les blancs de la conversation, semblait à court de mots. « Je crois que je vais préparer du thé », ai-je finalement annoncé, cherchant une excuse pour m'éloigner de ce gâteau et des souvenirs qu'il évoquait. Dans la cuisine, j'ai mis l'eau à chauffer, mes mains tremblant légèrement. Par la porte entr'ouverte, je pouvais voir Solange qui s'était rapprochée de la boîte à pâtisserie, comme attirée par un aimant. Sa curiosité avait toujours été plus forte que sa discrétion. Lorsque je suis revenue avec le plateau de thé, j'ai trouvé Solange penchée sur le gâteau, la boîte grande ouverte. Elle a sursauté en m'entendant entrer, comme prise en flagrant délit. « Il est vraiment magnifique », s'est-elle justifiée. « On dirait d'une œuvre d'art. » J'ai posé le plateau sur la table et me suis assise, soudainement fatiguée. Les souvenirs, les questions, les doutes, tout cela pesait lourdement sur mes épaules. « Vous savez, » a dit Solange en sirotant son thé, « je pense que vous devriez goûter ce gâteau. Quelle que soit l'intention derrière ce geste, c'est peut-être une première étape vers la guérison. » J'ai considéré ses paroles. Était-ce possible? Après tant d'années, tant de non-dits, tant de douleurs, une simple pâtisserie pouvait-elle réparer ce qui était brisé? Je surveille mon cholestérol, ai-je répondu faiblement, cherchant une excuse raisonnable pour ne pas céder à cette impulsion. Solange a ri, un son cristallin qui a momentanément allégé l'atmosphère. À notre âge, Hélène, si on devait s'inquiéter de tout ce qui pourrait nous tuer, on ne mangerait plus que des graines et de l'eau. Son rire était contagieux, et pour la première fois de la journée, j'ai souri sincèrement. Peut-être avait-elle raison. Peut-être que ma méfiance n'était que le fruit de ma culpabilité, de mes propres peurs. Vous avez peut-être raison, ai-je concédé, mais je préfère attendre. Comprendre d'abord ce que signifie ce geste. Solange a haussé les épaules, déçue. Comme vous voulez, mais pendant que vous réfléchissez, ce merveilleux gâteau va se dessécher. Elle a regardé la pâtisserie avec envie, puis m'a lancé un regard interrogateur. Si vous n'y goûtez pas, puis-je? J'ai hésité un instant. Une partie de moi voulait refermer cette boîte, la jeter même, effacer cette intrusion dans ma vie soigneusement organisée. Mais une autre partie, plus profonde, cherchait désespérément à comprendre l'intention de Delphine. « Bien sûr, » ai-je finalement répondu. « Servez-vous !» Les yeux de Solange se sont illuminés comme ceux d'une enfant devant un sapin de Noël. Elle s'est empressée de couper une généreuse part de gâteau et la placer dans une assiette que j'avais apportée avec le thé. « C'est vraiment un travail d'artiste », a-t-elle commenté en admirant les couches parfaites de mousse et de génoise. « Votre fille a un don. » Je l'ai observée porter la première bouchée à ses lèvres, une étrange appréhension m'envahissant malgré moi. La mousse sombre contrastait avec la blancheur de la porcelaine, comme un nuage d'orage sur un ciel d'hiver. Solange a fermé les yeux en savourant sa bouchée. « C'est divin! Le chocolat est d'une qualité exceptionnelle et il y a une note de... je ne saurais dire exactement. Quelque chose d'exotique. » Elle a pris une deuxième bouchée, plus grande. « Vous ne savez pas ce que vous manquez, Hélène. » Je l'ai regardée manger, cette femme que je connaissais depuis 20 ans, sans jamais vraiment la connaître. Nous avions partagé la même rue, les mêmes événements de quartier, mais jamais nos vies intérieures, nos véritables histoires. Delphine a toujours eu un talent particulier pour les saveurs inattendues, ai-je commenté, me permettant un bref moment de fierté maternelle. Même enfant, elle aimait expérimenter dans la cuisine. Solange a hoché la tête, prenant une troisième bouchée. Puis soudain, son expression a changé. Un froncement de sourcils, une crispation légère des lèvres. « Tout va bien ?» ai-je demandé, une inquiétude inexplicable me serrant la poitrine. Elle a posé sa fourchette, portant une main à sa gorge. « C'est étrange. Il y a un goût amer qui reste en bouche. » J'ai senti mon cœur s'accélérer. Peut-être est-ce le chocolat noir. Il est souvent plus amer que le chocolat au lait. Mais Solange ne m'écoutait plus. Son visage avait pâli visiblement et sa respiration semblait laborieuse. Elle a tenté de se lever, mais ses jambes ont cédé sous elle. « Solange !» Ma voix trahissait maintenant une panique évidente. Elle a ouvert la bouche pour parler, mais seul un gargouillement étrange en est sorti. Et puis,
l'horreur. Une mousse blanchâtre a commencé à s'écouler de ses lèvres, contrastant macabrement avec le chocolat noir. « Solange !» J'ai bondi de mon fauteuil, renversant ma tasse de thé sur le tapis perçant sans m'en soucier. Mais c'était trop tard. Solange s'est effondrée devant moi, son corps agité de convulsions violentes pendant quelques secondes, avant de s'immobiliser complètement, la bouche figée dans un rictus d'agonie, encore pleine de cette mousse blanche accusatrice. Le silence qui a suivi était assourdissant. Dans ce salon élégant du 16e arrondissement, avec le soleil d'automne qui filtrait doucement à travers les rideaux de soie, une femme gisait morte sur mon tapis perçant, empoisonnée par un gâteau qui m'était destiné. C'est à ce moment précis, en voyant le corps inerte de Solange Beaumont devant moi, que j'ai compris l'intention de ma fille. Ce n'était pas une réconciliation qu'elle m'offrait. C'était une sentence de mort, délicieusement emballée dans une boîte à pâtisserie. Le temps s'est figé autour de moi. Un bourdonnement sourd remplissait mes oreilles, comme si le monde extérieur n'existait plus. Le corps de Solange, cette femme que je connaissais depuis 2 décennies, gisait sur mon tapis perçant, immobile et déjà étrangement lointain. La mousse blanche autour de sa bouche commençait à sécher, formant une croûte poudreuse qui témoignait de l'horreur qui venait de se produire. J'ai reculé jusqu'à heurter le mur, mes jambes menaçant de céder sous moi. Ma respiration était courte, irrégulière, comme si l'air lui-même était devenu toxique, poison. Ma fille avait essayé de m'empoisonner. Cette réalité s'enfonçait en moi comme une lame froide. Avec des gestes mécaniques, j'ai sorti mon téléphone portable de la poche de ma jupe. Mes doigts tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 3 fois pour composer le numéro d'urgence. « Service d'urgence, j'écoute », a répondu une voix calme, professionnelle. Ma voisine, ai-je commencé. Ma voix à peine plus qu'un murmure. Ma voisine est morte, dans mon salon. Elle a été empoisonnée. Il y a eu un court silence à l'autre bout de la ligne, puis un déluge de questions. Mon adresse, mon nom, l'état de la victime. Avais-je vérifié son pouls? Y avait-il d'autres personnes présentes? Comment savais-je qu'il s'agissait d'un empoisonnement? Un gâteau, ai-je répondu, le regard fixé sur la boîte à pâtisserie encore ouverte sur la table. Elle a mangé un gâteau qui m'était destiné. L'opératrice m'a assuré que les secours seraient là rapidement et m'a conseillé de ne toucher à rien. Puis elle a ajouté quelque chose qui m'a glacé le sang. La police sera également dépêchée sur place. Il s'agit d'une mort suspecte. Après avoir raccroché, je suis resté immobile, adossé au mur, incapable de détacher mon regard du corps de Solange. Sa jupe en tweed gris, son chemisier en soie bleu pâle, ses perles. Elle était venue me voir dans sa tenue habituelle de voisine élégante et maintenant, elle ne rentrerait jamais chez elle. L'ironie cruelle de la situation m'a frappé soudain. Solange Beaumont, la femme la plus curieuse du quartier, victime de sa propre curiosité. Si elle n'avait pas insisté pour goûter ce gâteau, si elle n'était pas venue me voir ce matin-là, ce serait moi qui serais allongé sur ce tapis. Un frisson glacial m'a parcouru. Ma propre fille avait voulu me tuer. Delphine, que j'avais portée en mon sein, que j'avais élevée, que j'avais aimée malgré nos différends, avait méticuleusement préparé ma mort. Les sirènes au loin m'ont tiré de ma stupeur. Bientôt, ce salon deviendrait une scène de crime. Des étrangers envahiraient ma maison, examineraient chaque recoin de ma vie privée. Et inévitablement, ils découvriraient les secrets que j'avais si soigneusement gardés pendant toutes ces années. Avec une détermination soudaine, je me suis dirigé vers mon secrétaire. Dans le tiroir du bas, dissimulé derrière de vieux papiers, se trouvait un dossier rouge que je n'avais pas ouvert depuis 5 ans. Celui-là même que Delphine avait découvert ce jour fatidique, déclenchant notre rupture définitive. Je l'ai saisi et l'ai glissé dans mon sac à main. Puis, presque comme une pensée secondaire, j'ai pris mon passeport et mon carnet de chèques. Des années à diriger une banque m'avaient appris à toujours avoir un plan de secours. Les sirènes se rapprochaient. Je me suis assise dans mon fauteuil, face au corps de Solange, composant mon visage en un masque de choc et de douleur. Ce n'était pas difficile. J'étais véritablement horrifié par ce qui venait de se passer. Mais sous cette horreur couvait une résolution froide, calculatrice. La banquière en moi prenait le dessus, analysant la situation, évaluant les risques,
planifiant mes prochains mouvements. Les premiers à arriver ont été les pompiers, puis rapidement les ambulanciers. Ils se sont précipités vers Solange, mais leurs efforts étaient vains. L'un d'eux a secoué la tête après avoir vérifié ses signes vitaux. « Elle est décédée, madame. Depuis combien de temps est-elle dans cet état ? » « 20 minutes, peut-être 30, ai-je répondu, ma voix étrangement détachée. Tout s'est passé si vite, puis la police est arrivée. 2 agents d'abord, puis rapidement d'autres personnes en civil. L'un d'eux, un homme d'une 50aine d'années au regard perçant, s'est présenté comme l'inspecteur Pascal Lenoir. « Madame Dufresne, pouvez-vous me raconter ce qui s'est passé ?» J'ai inspiré profondément. Ce moment était crucial. Chaque mot que je prononcerais maintenant pourrait me sauver ou me condamner. « Ma fille, ai-je commencé, ma voix tremblante mais claire. Ma fille m'a envoyé ce gâteau ce matin. » L'inspecteur a jeté un coup d'œil à la boîte à pâtisserie sur la table. Son contenu à moitié consommé, maintenant figé comme une preuve macabre. « Nous ne nous parlons plus depuis 5 ans, ai-je poursuivi. Alors quand ce gâteau est arrivé, avec un message disant « Pour la meilleure mère du monde », j'ai trouvé cela suspect. L'inspecteur Lenoir prenait des notes, son visage impassible. Madame Beaumont, ma voisine, est passée me voir ce matin. Elle a remarqué le gâteau et a voulu y goûter. Je l'ai laissé faire. Ma voix s'est brisée sur ces derniers mots. Et cette fois, l'émotion n'était pas feinte. La culpabilité m'étreignait. J'avais laissé Solange manger ce gâteau. Une part de moi avait su, ou du moins soupçonné, que quelque chose n'allait pas. Et pourtant, j'avais laissé cette femme y goûter. « Et vous, madame, vous n'en avez pas mangé ?» a demandé l'inspecteur, son regard s'intensifiant. J'ai secoué la tête. « Non, je ne sais pas pourquoi. Une intuition peut-être. Une intuition très opportune, a commenté l'inspecteur Lenoir, son ton neutre, mais ses yeux scrutateurs. Je n'ai pas répondu. Que pouvais-je dire? Que j'avais senti le danger parce que je connaissais ma fille mieux que quiconque, que je savais de quoi elle était capable, parce que le sang qui coulait dans ses veines était le même que le mien. Pendant les heures qui ont suivi, mon salon s'est transformé en une ruche bourdonnante d'activités policières. Des techniciens en combinaison blanche prélevaient des échantillons du gâteau, prenaient des photos, posaient des questions. On a emmené le corps de Solange, discrètement enveloppé dans une housse noire, évitant les regards des voisins qui s'étaient rassemblés devant ma maison, attirés par les lumières des véhicules d'urgence. L'inspecteur Lenoir est resté plus longtemps, s'installant dans mon salon comme s'il comptait y passer la journée. Il m'a interrogé sur ma relation avec Delphine, sur notre brouille, sur les raisons qui auraient pu la pousser à un tel acte. J'ai choisi mes mots avec soin, marchant sur cette ligne fine entre vérité et omission. Oui, Delphine et moi nous étions disputés à propos de son frère. Non, je n'avais jamais imaginé qu'elle pourrait recourir à la violence. Oui, elle avait étudié la chimie avant de se tourner vers la pâtisserie. Non, je n'avais aucune idée de l'endroit où elle se trouvait actuellement. Cette dernière affirmation, au moins, était parfaitement vraie. Où était Delphine maintenant? Attendait-elle des nouvelles de ma mort? Se cachait-elle, anticipant les conséquences de son acte? Ou était-elle simplement à Lyon, continuant sa vie comme si de rien n'était, convaincue que son plan fonctionnerait parfaitement? « Nous allons devoir parler à votre fille, Madame Dufresne », a déclaré l'inspecteur Lenoir en se levant finalement. « Avez-vous son adresse actuelle ?» J'ai sorti mon téléphone et fait défiler mes contacts jusqu'à trouver le nom de Delphine. J'ai hésité un instant avant de le montrer à l'inspecteur. C'était ma fille, malgré tout, ma chair, mon sang, celle que j'avais bercée dans mes bras, dont j'avais séché les larmes, dont j'avais applaudi les succès. Mais elle avait essayé de me tuer. Et par sa faute, une femme innocente était morte dans mon salon. J'ai tendu le téléphone à l'inspecteur qui a noté les informations. « Nous vous tiendrons informés, Madame Dufresne », a-t-il dit en se dirigeant vers la porte. Puis il s'est arrêté et m'a regardé directement dans les yeux. « Je vous conseille de ne pas quitter la ville dans les prochains jours. Nous aurons probablement d'autres questions. » Après leur départ, le silence est retombé sur la maison comme un linceul. Les techniciens avaient emporté le gâteau et nettoyé les traces les plus visibles du drame. Mais l'ombre de la mort planait encore dans chaque recoin. Je me suis versé un verre de cognac, le premier depuis des années, et l'ai bu d'un trait,
cherchant le courage liquide dont j'avais désespérément besoin. La nuit tombait doucement sur Paris, les lumières de la ville s'allumant une à une comme des étoiles terrestres. Dans ma cuisine immaculée, j'ai sorti le dossier rouge de mon sac et l'ai posé sur le comptoir. Les pages jaunies contenaient l'histoire complète, la vraie histoire, de la mort de mon fils. Le rapport d'autopsie qui contredisait la version officielle, les analyses et toxicologiques qui avaient été dissimulées, les lettres de menaces que Claude, mon ex-mari, m'avait envoyées lorsque j'avais menacé de tout révéler. Notre fils n'était pas mort d'une maladie rare. Il avait été empoisonné lentement, méthodiquement par son propre père. Pourquoi? Pour l'argent, bien sûr, la raison la plus ancienne du monde. Notre fils avait hérité d'une fortune considérable de mon père, avec des clauses qui empêchaient de Claude d'y accéder, sauf en cas de décès de notre fils avant ses 25 ans. J'avais découvert la vérité trop tard, et quand j'avais confronté Claude, il m'avait menacé de tout faire retomber sur moi si je parlais. Il avait des amis haut placés, des preuves fabriquées, des témoins prêts à jurer que j'étais la coupable. Alors j'avais gardé le silence, porté ce secret comme une pierre tombale sur ma poitrine pendant des années, jusqu'à ce que Delphine découvre ce dossier 5 ans plus tôt. Elle avait lu les rapports, vu les preuves, et elle en avait tiré la conclusion que j'étais complice, que j'avais laissé son frère mourir pour protéger ma réputation, ma carrière, ma liberté. Le téléphone a sonné, me faisant sursauter. C'était l'inspecteur Lenoir. « Madame Dufresne, nous avons essayé de contacter votre fille à l'adresse de la pâtisserie Le Ciel Sucré à Lyon. J'ai retenu mon souffle attendant la suite. Elle n'y travaille plus depuis 3 mois. Personne ne sait où elle se trouve actuellement. » Mon cœur s'est serré. Delphine avait disparu, ce qui signifiait qu'elle avait planifié tout cela bien à l'avance. Le gâteau empoisonné n'était pas un acte impulsif, mais une vengeance soigneusement orchestrée. « Il y a autre chose », a poursuivi l'inspecteur, son ton devenant plus grave. Les premières analyses du gâteau ont révélé la présence d'une toxine particulièrement rare, une substance dérivée d'une plante qui ne pousse que dans certaines régions d'Amazonie. J'ai fermé les yeux, submergé par une vague de nausées. Claude avait travaillé en Amazonie pendant des années pour une compagnie pharmaceutique. C'était là qu'il avait trouvé le poison qui avait tué notre fils. Et maintenant, Delphine utilisait la même méthode. « Ce n'est pas un poison facile à obtenir, Madame Dufresne », a continué l'inspecteur. « Votre fille aurait eu besoin d'aide, de connaissances spécifiques, d'accès à des substances contrôlées. »« Je comprends », ai-je murmuré, bien que la vérité soit que je ne comprenais plus rien. Comment Delphine aurait-elle pu se procurer ce poison, à moins que... Une pensée terrifiante m'a traversé l'esprit. Et si Claude était impliqué? Et si, après toutes ces années, père et fille s'étaient alliés contre moi? Je vous remercie, inspecteur, ai-je dit, m'efforçant de garder une voix stable. Tenez-moi informé, je vous prie. Après avoir raccroché, j'ai contemplé le dossier rouge étalé sur mon comptoir. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler, formant une image plus sombre que je n'aurais pu l'imaginer. Non seulement ma fille voulait ma mort, mais elle avait peut-être collaboré avec l'homme qui avait tué son propre frère pour y parvenir. J'ai rassemblé les documents et les ai replacés dans le dossier. Puis, décision prise, je me suis dirigé vers mon bureau pour ouvrir mon coffre-fort. À l'intérieur se trouvait une enveloppe contenant 10 000 € en espèces, ma police d'assurance personnelle, conservée depuis mon divorce. À côté, un petit carnet noir renfermait des contacts que je n'avais pas utilisés depuis des années, des personnes qui me devaient des faveurs, d'autres qui pouvaient disparaître sans laisser de traces. Si Delphine et Claude s'étaient alliés contre moi, je ne pouvais faire confiance à personne, pas même à la police. Je devais prendre les choses en main, retrouver ma fille avant qu'elle ne disparaisse complètement, découvrir la vérité derrière cette tentative de meurtre. Et peut-être, enfin, rendre justice à mon fils. La nuit était maintenant complètement tombée sur Paris. Dans ma cuisine silencieuse, éclairée seulement par la lueur douce d'une lampe, j'ai commencé à planifier ma propre enquête. Une enquête qui me mènerait sur les traces de ma fille, de mon ex-mari et au cœur des secrets les plus sombres de ma famille. J'ignorais alors que ce que je découvrirais serait bien plus terrifiant que tout ce que j'avais pu imaginer. L'aube m'a trouvé encore éveillée, les yeux rougis par l'insomnie et l'angoisse. J'avais passé la nuit à élaborer un plan
étalant sur la table de ma salle à manger des photographies anciennes, des relevés bancaires, des lettres jaunies par le temps, les pièces d'un puzzle macabre que je tentais désespérément d'assembler. Mon premier objectif était de localiser Delphine. Si elle avait quitté son emploi à Lyon 3 mois auparavant, elle devait se cacher quelque part. La connaissant, elle n'aurait pas agi sans un plan minutieux, une échappatoire soigneusement préparée. J'ai sorti mon téléphone et composé un numéro que je n'avais pas utilisé depuis des années. Après 3 sonneries, une voix rauque a répondu. « Madame Dufresne, quel honneur inattendu !»« Bonjour Victor », ai-je répondu, surprise que ma voix puisse paraître si calme. « J'ai besoin de vos services. » Victor Mercier avait été le chef de la sécurité de ma banque pendant 15 ans. Un homme aux méthodes parfois discutables, mais d'une efficacité redoutable. Depuis sa retraite, il offrait ses talents à une clientèle très sélective. J'avais gardé son contact pour des circonstances exceptionnelles. Et quelles circonstances pouvaient être plus exceptionnelles que d'être la cible d'une tentative de meurtre par sa propre fille? « Il s'agit d'une affaire familiale », ai-je poursuivi, extrêmement confidentielle. « Je comprends », a répondu Victor, son ton professionnel masquant sa curiosité évidente. « Quand pouvons-nous en discuter ?»« Ce matin, le plus tôt possible. Nous avons convenu d'un rendez-vous à 8 heures dans un petit café du Marais, un lieu anonyme, loin de mon quartier où les voisins seraient sans doute en alerte après les événements de la veille. » En raccrochant, j'ai ressenti un vertige soudain. Les événements prenaient une tournure irréelle. Moi, Hélène Dufresne, ancienne directrice d'une des plus grandes banques de France, veuve respectée et mère de famille, j'engageais maintenant un détective privé pour traquer ma propre fille. J'ai préparé un café fort et l'ai bu debout près de la fenêtre, observant le jardin où les premières lueurs de l'aube dessinaient des ombres fantomatiques. Ce même jardin où Delphine jouait enfant, où nous avions planté ensemble des rosiers qui fleurissaient encore chaque printemps. Comment en étions-nous arrivés là? Mon téléphone a vibré, m'arrachant à ma contemplation mélancolique. Un message de l'inspecteur Lenoir. « Nouveaux éléments, passez au commissariat dès que possible. » J'ai soupiré. Le temps m'était compté. Si la police découvrait ce que je soupçonnais, la possible complicité entre Delphine et Claude, le véritable motif derrière la mort de mon fils, je perdrais tout contrôle sur la situation. Et contrôler la situation avait toujours été ma spécialité, mon talent, ma survie. J'ai rapidement rassemblé les documents les plus importants, laissant le reste soigneusement dissimulé dans une cache que j'avais aménagée sous une lame de parquet dans mon dressing. Puis j'ai pris une douche rapide, me suis habillée avec soin. Un tailleur gris anthracite, des perles discrètes, un maquillage léger mais impeccable, l'armure sociale d'Hélène Dufresne. Le café choisi pour mon rendez-vous avec Victor était un établissement modeste mais propre, fréquenté principalement par des travailleurs matinaux. J'ai repéré Victor immédiatement, assis dans un coin, son regard vigilant balayant régulièrement la salle. Il n'avait guère changé en 5 ans. Toujours cette carrure imposante, ses cheveux gris coupés courts, ce visage buriné qui avait vu trop de choses pour garder une quelconque naïveté. « Madame Dufresne » m'a-t-il salué en se levant légèrement, un respect ancien dans son geste. « Victor » ai-je répondu en prenant place face à lui. « Merci d'avoir accepté ce rendez-vous si rapidement. » Le serveur s'est approché et j'ai commandé un café noir. Pas le moment de s'attarder sur des frivolités. Une fois le serveur éloigné, Victor a croisé ses mains massives sur la table. « Je vous écoute. » J'ai inspiré profondément. Par où commencer? Comment résumer en quelques phrases le cauchemar qui était devenu ma vie? Ma fille, Delphine, a tenté de me tuer hier, ai-je finalement dit, optant pour la vérité brute. Elle m'a envoyé un gâteau empoisonné. Ma voisine l'a mangé à ma place et en est morte. Le visage de Victor est resté impassible. Seul un léger haussement de sourcils trahissant sa surprise. Dans notre longue collaboration, il avait géré des tentatives d'extorsion, des menaces de mort contre des cadres de la banque, même un enlèvement, mais jamais une affaire aussi personnelle, aussi intime. La police est déjà impliquée, ai-je poursuivi, mais j'ai besoin de retrouver Delphine avant eux, pour comprendre, pour lui parler. Victor m'a observé attentivement, son regard perçant semblant lire au-delà de mes paroles. « Il y a plus », a-t-il constaté. Ce n'était pas une question. J'ai hésité,
Puis j'ai sorti de mon sac une enveloppe contenant des photocopies des documents les plus cruciaux du dossier rouge. Je les ai fait glisser vers lui. Mon fils n'est pas mort de cause naturelle il y a 8 ans. Il a été empoisonné par son père, mon ex-mari, Claude Dufresne. Pour l'héritage, Victor a feuilleté les documents en silence, son expression professionnelle ne trahissant rien de ses pensées. « Vous avez des preuves solides », a-t-il finalement commenté. « Pourquoi n'avez-vous jamais porté plainte ?» ai-je complété. Claude avait des amis puissants, des preuves contre moi fabriquées mais convaincantes. Il m'a fait comprendre que si je parlais, ce serait ma parole contre la sienne. Et il avait déjà préparé le terrain pour me faire accuser. Victor a hoché la tête, comprenant parfaitement ce genre de chantage. Delphine a découvert ce dossier il y a 5 ans, ai-je continué. Elle a cru que j'étais complice, que j'avais laissé faire pour protéger ma carrière, ma réputation. Et maintenant, elle veut se venger, a conclu Victor. Mais pourquoi maintenant? Après 5 ans? C'était la question qui me torturait depuis la veille. Pourquoi ce délai? Qu'est-ce qui avait changé? C'est ce que j'ai besoin de découvrir, ai-je répondu. Et j'ai une théorie troublante. Le poison utilisé dans le gâteau, c'est le même type de toxine qui a tué mon fils. Une substance rare, originaire d'Amazonie. Claude a travaillé là-bas pendant des années pour une compagnie pharmaceutique. Victor a compris immédiatement. Vous pensez qu'ils travaillent ensemble, père et fille? J'ai acquiescé, la gorge nouée par l'émotion. L'idée que Delphine puisse s'allier avec l'homme qui avait tué son propre frère était presque insupportable. Mais rien d'autre n'expliquait l'utilisation de ce poison spécifique. Je dois les retrouver, Victor, tous les deux, avant que la police ne fasse le lien. Si je comprends bien, a dit Victor, en replaçant soigneusement les documents dans l'enveloppe, vous voulez protéger votre fille, malgré ce qu'elle a fait? La question m'a frappé de plein fouet. Que voulais-je vraiment? Vengeance? Justice? Protection? Les émotions contradictoires qui m'habitaient depuis la veille se battaient en duel dans mon cœur. Je veux la vérité, ai-je finalement répondu. Toute la vérité. Si Delphine est sous l'influence de Claude, manipulée par lui comme il a manipulé tant d'autres personnes, alors oui, je veux la protéger, la sauver de lui. Victor m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. Je vais avoir besoin d'informations. Tous les détails que vous avez sur les derniers mouvements connus de Delphine, ses amis, ses habitudes. Également sur Claude, où il vit actuellement, ses contacts, ses affaires. J'ai sorti un second dossier de mon sac, préparé pendant ma nuit blanche. Tout est là, y compris les relevés bancaires de Delphine des 6 derniers mois. Victor a haussé un sourcil, surpris par ma prévoyance. J'ai toujours gardé un œil sur elle, ai-je expliqué, même après notre rupture. Je suis sa mère, après tout. Après avoir discuté des modalités pratiques, rémunération, fréquence des rapports, canaux de communication sécurisés, j'ai quitté le café avec un sentiment mitigé de soulagement et d'appréhension. Les événements étaient lancés maintenant, une machine infernale que je ne pourrais plus arrêter. En sortant, j'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de l'inspecteur Lenoir. Il devenait insistant. Je ne pouvais plus retarder ma visite au commissariat. Le 16e arrondissement baignait dans une lumière dorée ce matin-là, les rues élégantes s'éveillant doucement à la vie parisienne. En marchant vers ma voiture, j'ai croisé le regard d'une femme promenant son chien. Elle m'a reconnu et a détourné les yeux précipitamment, accélérant le pas. La nouvelle s'était répandue, évidemment. Une mort suspecte dans la maison d'Hélène Dufresne. Les commérages devaient aller bon train. Au commissariat, l'inspecteur Lenoir m'attendait dans un petit bureau austère, son visage trahissant un mélange d'impatience et de suspicion. « Madame Dufresne !» m'a-t-il accueilli sans se lever. « Merci d'être venue. » Je me suis assise face à lui, croisant mes jambes dans un geste étudié de calme et d'assurance. « Vous avez mentionné de nouveaux éléments, inspecteur ?» Il a sorti un dossier et l'a ouvert devant lui. Les analyses toxicologiques préliminaires confirment la présence d'une toxine rare dans le gâteau, une substance qui n'est pas accessible au public. J'ai acquiescé, attendant la suite. Ces informations n'étaient pas nouvelles pour moi. Ce qui est intéressant, a poursuivi Lenoir, c'est que cette même toxine a été liée à plusieurs décès suspects ces dernières années, dont un qui pourrait vous intéresser particulièrement. Mon cœur s'est arrêté un instant. Savait-il déjà pour mon fils? Un homme d'affaires retrouvé mort dans sa chambre d'hôtel à Genève il y a 3 mois. Julien Bertrand. Apparemment, il était le compagnon de votre fille.
Cette révélation m'a frappé comme un coup physique. Julien Bertrand. Je n'avais jamais entendu ce nom. Delphine avait un compagnon dont j'ignorais l'existence. Je ne savais pas. Ai-je balbutié, perdant momentanément ma contenance. Delphine et moi ne sommes pas en contact depuis 5 ans. Le noir a poussé une photographie vers moi. Un homme d'une trentaine d'années, séduisant, aux traits fins et au regard intelligent. Monsieur Bertrand était chimiste, spécialisé dans les composés organiques rares. Le noir a marqué une pause délibérée. Il travaillait pour une filiale de Pharmagène, la société qui employait votre ex-mari en Amazonie. Le puzzle prenait une nouvelle dimension, encore plus complexe, encore plus sombre. Sa mort a été classée comme suicide, a continué le noir. Mais à la lumière des récents événements, nous avons demandé la réouverture du dossier. J'ai pris une profonde inspiration, tentant de rassembler mes pensées. Et vous pensez que Delphine? Je ne pense rien pour l'instant, Madame Dufresne, a coupé le noir. Je constate simplement des coïncidences troublantes. Votre fille, qui a étudié la chimie avant de devenir pâtissière. Son compagnon, spécialiste des toxines rares, qui meurt dans des circonstances suspectes. Et maintenant votre voisine, empoisonnée par un gâteau qui vous était destiné. Il s'est penché vers moi, son regard inquisiteur. Ce que je me demande, c'est pourquoi quelqu'un voudrait vous voir morte, Madame Dufresne. Quel secret pourriez-vous détenir qui vaudrait un tel risque? J'ai soutenu son regard, puisant dans des décennies d'expérience à ne rien trahir de mes émotions face à des adversaires redoutables. Je ne peux que spéculer, inspecteur. Ma fille m'en veut pour des raisons familiales complexes, mais je n'ai jamais imaginé qu'elle pourrait aller jusqu'au meurtre. Le noir m'a observé un long moment, comme s'il attendait que je craque, que je révèle plus que je ne le voulais. Puis il a refermé le dossier. Nous avons lancé un mandat d'arrêt contre Delphine Dufresne. Si vous avez le moindre contact avec elle, je vous conseille fortement de nous en informer immédiatement. J'ai hoché la tête, l'image de docilité. Bien sûr, inspecteur. En quittant le commissariat, j'ai senti le poids des révélations s'abattre sur mes épaules. Julien Bertrand, un nom que je n'avais jamais entendu, mais qui semblait maintenant central dans cette affaire. Delphine avait-elle vraiment tué son compagnon? Pourquoi? Et quel rôle Claude jouait-il dans tout cela? De retour chez moi, j'ai immédiatement appelé Victor pour lui transmettre ces nouvelles informations. Il a promis de creuser le passé de Julien Bertrand et de vérifier les allées et venues de Claude ces derniers mois. La journée s'est écoulée dans une brume d'anxiété et d'anticipation. J'ai tenté de maintenir une routine normale, répondre à des emails, préparer un repas que je n'ai pas touché, même arroser mes plantes comme si le monde n'avait pas basculé. Le soir venu, alors que je me préparais à une nouvelle nuit d'insomnie, mon téléphone a sonné, un numéro inconnu. « Allô ?» ai-je répondu tendu. Silence. Puis, une respiration. « Delphine ?» ai-je murmuré, mon cœur battant à tout rompre. « Tu ne mérites pas de vivre. » La voix de ma fille, froide, détachée, méconnaissable. « Delphine, écoute-moi. Je sais pour Julien, je sais que tu crois que... Tu ne sais rien, a-t-elle coupé. Tu n'as jamais rien su. Tu n'as jamais voulu voir. Alors explique-moi. Ai-je supplié. Rencontrons-nous. Parlons. Un rire sans joie a résonné à l'autre bout de la ligne. Pour que tu puisses me manipuler à nouveau, me mentir, me piéger comme tu as piégé tous ceux qui se sont mis en travers de ton chemin. De quoi parles-tu? La confusion et la douleur se mêlaient dans ma voix. Demande à Sophie, a simplement répondu Delphine. Elle sait tout. Puis la ligne a coupé, me laissant avec ce nom énigmatique. Sophie. Sophie qui? La nuit s'est étirée, interminable, tandis que je cherchais dans ma mémoire toutes les Sophies que j'avais pu connaître. Aucune ne semblait avoir un lien avec cette affaire. Ce n'est qu'à l'aube, épuisée mais incapable de trouver le sommeil, que la réalisation m'a frappée. Sophie Mercier, mon assistante personnelle pendant 20 ans. Celle qui connaissait tous mes secrets, tous mes rendez-vous, tous mes dossiers sensibles. Sophie, qui avait démissionné subitement 2 mois après la découverte du dossier rouge par Delphine. Sophie, qui avait disparu de ma vie sans explication. J'ai saisi mon téléphone et composé le numéro de Victor. J'ai besoin que vous retrouviez quelqu'un d'autre, ai-je dit sans préambule. Sophie Mercier, mon ancienne assistante. Le puzzle s'agrandissait, révélant un tableau de trahison, de manipulations et de vengeance qui dépassait tout ce que j'avais pu imaginer. Et au centre de ce tableau,
Un nom inattendu qui semblait détenir la clé de toute l'affaire. Sophie Mercier. Qu'avait-elle dit à Delphine? Quel secret avait-elle révélé? Et surtout, pourquoi? La journée s'annonçait orageuse, le ciel de Paris chargé de nuages menaçants, comme si la nature elle-même reflétait la tempête qui faisait rage dans mon esprit. Je n'avais pas quitté ma maison depuis mon appel à Victor concernant Sophie Mercier. Quelque chose me disait de rester sur mes gardes, de ne pas m'exposer inutilement. Mon téléphone a vibré sur la table basse. Victor. « J'ai trouvé Sophie Mercier », a-t-il annoncé sans préambule. « Vous n'allez pas croire où elle travaille maintenant. » J'ai serré le combiné, le souffle court. « Dites-moi, chez Pharmagène, la même entreprise pharmaceutique que Claude, elle est devenue sa secrétaire personnelle il y a 4 ans. » Le choc m'a forcé à m'asseoir. Sophie et Claude, ensemble. Soudain, des souvenirs ont afflué. Des détails insignifiants à l'époque qui prenaient maintenant une toute autre dimension. Les regards échangés lors des dîners d'entreprise, la disponibilité constante de Sophie pour les projets dirigés par Claude, sa réaction étrangement détachée lors de notre divorce. Il y a plus, a continué Victor. J'ai creusé dans le passé de Julien Bertrand, comme vous me l'avez demandé. Il travaillait sur un projet confidentiel pour Pharmagène. Quelque chose en lien avec les toxines végétales d'Amazonie et leurs applications médicales potentielles. Le même type de toxine qui a tué mon fils, ai-je murmuré, les pièces du puzzle s'assemblant lentement dans mon esprit. Et Solange, exactement. Mais voici où ça devient intéressant. 3 semaines avant sa mort, Bertrand a déposé un dossier d'alerte éthique interne chez Pharmagène. Le contenu est confidentiel, mais mes sources suggèrent qu'il avait découvert une utilisation non autorisée des composés qu'il étudiait. Mon cœur battait à tout rompre maintenant. Il avait découvert que Claude utilisait ces toxines pour tuer. D'abord mon fils, puis qui sait combien d'autres. C'est ma théorie aussi, a confirmé Victor. Mais il y a un élément qui ne colle pas. Pourquoi Delphine aurait-elle tenté de vous tuer avec le même poison? Si elle avait découvert la vérité sur son père, pourquoi utiliser ces méthodes? Cette question me hantait également. À moins qu'elle ne soit pas celle qui a envoyé ce gâteau, ai-je dit lentement. Une nouvelle hypothèse prenant forme. Et si c'était Claude lui-même, utilisant la pâtisserie où travaillait Delphine comme couverture, pour vous éliminer et faire porter le chapeau à votre fille, a complété Victor. C'est plausible. Mais pourquoi maintenant? J'ai regardé par la fenêtre, observant les premières gouttes de pluie s'écraser contre la vitre, parce que quelque chose a changé. Quelque chose qui me rend soudainement dangereuse pour lui. Après avoir raccroché, j'ai sorti à nouveau le dossier rouge. Il me manquait encore des pièces cruciales du puzzle. Pourquoi Claude me considérerait-il comme une menace maintenant? Après toutes ces années, qu'est-ce qui avait changé? Le dossier contenait principalement des documents relatifs à la mort de mon fils. Mais en le feuilletant une nouvelle fois, j'ai remarqué un détail que j'avais négligé. Le nom du médecin légiste qui avait signé le rapport d'autopsie contesté, Dr Mathilde Rousseau. Ce nom m'était familier, mais je n'arrivais pas à me souvenir pourquoi. J'ai effectué une recherche rapide sur mon ordinateur et la réponse m'a frappé comme un coup de tonnerre. Dr Mathilde Rousseau venait d'être nommée à la tête de l'Institut médico-légal de Paris. Son nom était apparu dans les journaux il y a à peine 2 mois. Et si Claude craignait qu'avec cette promotion, le docteur Rousseau ne réexamine certains de ses anciens dossiers, y compris celui de mon fils, mon téléphone a sonné à nouveau. Un numéro inconnu, différent de celui utilisé par Delphine la veille. « Allô ?» ai-je répondu prudemment. « Madame Dufresne ?» Une voix féminine, hésitante. « C'est Sophie Mercier. » Mon sang s'est glacé. « Sophie, nous devons parler, » a-t-elle dit rapidement, sa voix trahissant une nervosité palpable. « Pas au téléphone. C'est à propos de Delphine. Elle est en danger. »« De quoi parlez-vous? Où est-elle? » ?»« Je ne peux pas vous le dire comme ça. Retrouvez-moi dans 1 heure au jardin des Tuileries, près de la fontaine octogonale. Venez seule. » Avant que je puisse poser d'autres questions, elle avait raccroché. Mon instinct me hurlait que c'était un piège. Sophie travaillait pour Claude maintenant. Elle était probablement de mèche avec lui depuis des années. Mais si Delphine était vraiment en danger, j'ai appelé Victor immédiatement. « C'est presque certainement un piège », a-t-il confirmé après que je lui ai relaté la conversation. « Mais c'est aussi une opportunité. Je peux vous suivre à distance.
Assurez votre protection. D'accord, mais soyez extrêmement discret. Sophie connaît votre visage. 1 heure plus tard, vêtue d'un imperméable sombre et d'un foulard qui dissimulait partiellement mon visage, je marchais dans les allées humides du jardin des Tuileries. La pluie s'était momentanément calmée, mais le ciel restait menaçant. Le jardin était presque désert, les touristes habituels ayant été chassés par le mauvais temps. J'ai repéré Sophie près de la fontaine, seule, regardant nerveusement autour d'elle. Elle aussi portait un imperméable, noir et anonyme. Ses cheveux, autrefois bruns, étaient maintenant teints en blond, coupés court, une tentative de changer d'apparence qui ne suffisait pas à tromper quelqu'un qui l'avait côtoyée quotidiennement pendant 20 ans. « Sophie ?» ai-je dit en m'approchant d'elle. Elle a sursauté, puis s'est rapidement ressaisie. « Hélène, merci d'être venue. »« Où est ma fille ?» ai-je demandé sans préambule. Sophie a jeté un regard nerveux autour d'elle. « Pas ici. Suivez-moi. » J'ai hésité, consciente du danger. Mais Victor était quelque part dans le jardin me surveillant, et je devais savoir la vérité. « Très bien, » ai-je acquiescé, mais pas trop loin. Nous avons marché en silence le long d'une allée bordée de marronniers, leurs feuilles détrempées formant un tapis brun sous nos pieds. Sophie semblait sur le qui-vive, vérifiant constamment par-dessus son épaule. « Je sais que vous travaillez pour Claude, » ai-je finalement dit, brisant le silence. « Je sais pour Julien Bertrand aussi. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi Delphine voudrait me tuer avec le même poison qui a tué son frère. » Sophie s'est arrêtée brusquement. Elle ne voulait pas vous tuer. C'était Claude. Il a utilisé la pâtisserie où elle travaillait pour faire livrer ce gâteau. Alors j'avais raison, ai-je murmuré. Mais pourquoi maintenant? Sophie a regardé autour d'elle une nouvelle fois, puis a baissé la voix. À cause du testament de votre fils. Il y a une clause que vous ignorez. Si vous mourrez avant le 10e anniversaire de sa mort, la totalité de son héritage revient à Claude. J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Le 10e anniversaire de la mort de mon fils approchait, dans exactement 3 semaines. Et Julien Bertrand, ai-je demandé la gorge serrée, comment s'inscrit-il dans tout ça? Il était le compagnon de Delphine, oui, mais il était aussi un scientifique intègre. Quand il a découvert que Claude utilisait ses recherches pour développer des poisons indétectables, il a voulu le dénoncer. Claude l'a fait taire. Et Delphine, le visage de Sophie s'est assombri. Elle a tout découvert. Les documents que vous gardiez sur la mort de votre fils, puis les activités de Claude chez Pharmagène. Elle a compris que son père était un meurtrier, qu'il avait tué son frère, puis son compagnon. Alors pourquoi m'en voulait-elle? Pourquoi m'a-t-elle dit au téléphone que je ne méritais pas de vivre? Sophie a détourné le regard, parce qu'elle croit que vous étiez au courant depuis le début, que vous avez protégé Claude en échange d'une part de l'héritage. Cette accusation m'a frappée comme une gifle. C'est ridicule. J'ai passé des années à rassembler des preuves contre lui. Des preuves que vous n'avez jamais utilisées, a souligné Sophie, son ton devenant accusateur. Vous avez gardé le silence pendant 8 ans, Hélène. Pourquoi? Parce qu'il m'a menacée. Il avait fabriqué des preuves contre moi, préparé le terrain pour me faire accuser si je parlais. Sophie m'a regardé longuement, comme si elle cherchait à évaluer ma sincérité. Puis elle a sorti un téléphone de sa poche. « Delphine » a-t-elle dit après avoir composé un numéro. « Elle est là. »« Oui, d'accord. » Elle a raccroché et m'a fixé. « Elle veut vous voir. Elle a des preuves à vous montrer. »« Des preuves de quoi ?»« De tout, la vérité complète. » Nous avons quitté le jardin et sommes montés dans un taxi qui semblait attendre Sophie. Le chauffeur, un homme au visage impassible, n'a pas prononcé un mot pendant tout le trajet. J'ai envoyé discrètement un message à Victor pour l'informer de la situation, lui donnant l'adresse que Sophie venait de communiquer au chauffeur. Un entrepôt dans le 19e arrondissement. Pendant le trajet, mon esprit tourbillonnait. La vérité était encore plus complexe que je ne l'avais imaginé. Claude n'avait pas seulement tué notre fils, il avait aussi assassiné le compagnon de Delphine quand celui-ci avait menacé de le dénoncer. Et maintenant, il essayait de me tuer, faisant porter le blâme à notre fille pour s'assurer qu'elle ne pourrait jamais témoigner contre lui. Mais une question persistait. Quel rôle Sophie jouait-elle vraiment dans tout cela? Était-elle sincèrement du côté de Delphine? Ou était-ce un piège plus élaboré? L'entrepôt se trouvait dans une zone industrielle en déclin, entouré de bâtiments abandonnés. Un endroit parfait pour un meurtre, ai-je pensé sombrement. Mais j'étais venu trop loin pour reculer maintenant. Sophie m'a guidée à travers une porte latérouillée
puis le long d'un couloir faiblement éclairé. Au fond, une lumière filtrait sous une porte. « Elle est là !» a dit Sophie, s'arrêtant devant la porte. Prête, j'ai acquiescé, mon cœur battant à tout rompre. La pièce était vaste, un ancien espace de bureau reconverti en ce qui ressemblait à un laboratoire improvisé. Des ordinateurs, des microscopes, des équipements chimiques étaient disposés sur plusieurs tables. Et au centre, debout près d'un écran d'ordinateur, se tenait ma fille. Delphine avait changé. Ses traits s'étaient durcis, son regard assombri. Mais c'était toujours mon enfant, cette petite fille que j'avais bercée dans mes bras, dont j'avais séché les larmes. « Maman », a-t-elle dit, sa voix dénuée d'émotion. « Delphine », ai-je répondu, luttant contre les larmes qui menaçaient de déborder. « Sophie m'a dit que tu avais des preuves à me montrer. » Elle a hoché la tête et s'est tournée vers l'écran d'ordinateur. Julien travaillait sur un projet secret pour Pharmagène. L'étude des toxines amazoniennes a des fins médicinales. Mais il a découvert que certains de ces composés étaient détournés pour créer des poisons indétectables. Elle a fait défiler des images, des documents, des rapports de laboratoire. Il a compilé toutes ces preuves, prêt à lancer une alerte éthique. Puis il est mort. Suicide, selon le rapport officiel. Claude l'a tué, ai-je murmuré. Oui, comme il a tué mon frère. Delphine m'a regardé, ses yeux pleins d'une douleur contenue. La question est, le savais-tu ? Non, me suis-je exclamé avec véhémence. J'ai découvert la vérité sur la mort de ton frère des années après, en rassemblant des preuves contre Claude. Mais il m'a menacé, m'a fait comprendre que si je parlais, il ferait en sorte que je sois accusée à sa place. Et tu as choisi de te taire, a conclu Delphine, son ton accusateur me brisant le cœur. J'ai choisi de rester en vie pour continuer à chercher justice, ai-je corrigé, pour protéger ce qu'il me restait de ma famille. Toi, un silence lourd est tombé entre nous, chargé de 8 années de non-dits, de soupçons, de douleurs. Le gâteau empoisonné, ai-je finalement dit. Ce n'était pas toi. Bien sûr que non, a répondu Delphine, semblant presque offensée. J'aurais pu te confronter, te haïr même, mais jamais te tuer. C'était Claude. Il a utilisé la pâtisserie où je travaillais, a fait chanter un de mes collègues pour qu'il prépare le gâteau selon ses instructions. Pourquoi maintenant ? Ai-je demandé, bien que Sophie m'ait déjà donné la réponse. Le testament de Thomas, a répondu Delphine, utilisant le prénom de son frère pour la première fois depuis des années. Si tu meurs avant le 10e anniversaire de sa mort, tout revient à Claude. Des millions d'euros. J'ai fermé les yeux un instant, assimilant l'ampleur de la manipulation dont nous avions été victimes. Claude avait orchestré tout cela depuis le début, la mort de notre fils, ma disgrâce potentielle si je parlais, la rupture entre Delphine et moi, et maintenant cette ultime tentative de m'éliminer tout en faisant porter le blâme à notre fille. Nous avons un plan, a soudain annoncé Sophie, qui était restée silencieuse jusqu'alors, pour piéger Claude, le forcer à avouer. Elle a expliqué, Delphine et elle avaient rassemblé toutes les preuves, y compris celles laissées par Julien. Elles n'avaient pas contacté le docteur Mathilde Rousseau, qui avait accepté de réexaminer le dossier de Thomas. Et elles avaient élaboré un stratagème pour faire croire à Claude que son plan avait fonctionné, que j'étais morte, empoisonnée par le gâteau qu'il avait envoyé. L'inspecteur Lenoir est dans la confidence, a ajouté Sophie. Il attend juste que Claude se trahisse. J'ai regardé ces 2 femmes qui avaient travaillé ensemble pour démasquer un meurtrier, ma fille et mon ancienne assistante, unies par un désir de justice que je partageais depuis si longtemps. « Et tu as joué la comédie au téléphone ?» ai-je dit à Delphine, comprenant maintenant. « Pour que si Claude écoutait, il croit que tu me haïssais vraiment. » Elle a acquiescé, un fantôme de sourire traversant son visage. « J'ai toujours été douée pour le théâtre, tu te souviens ?» Je me souvenais. Des spectacles scolaires où elle brillait, des petites mises en scène qu'elle organisait à la maison pour nous divertir, son frère et moi. Soudain, la porte derrière nous s'est ouverte avec fracas. Je me suis retournée, m'attendant à voir Victor, ou peut-être l'inspecteur Lenoir, mais c'était Claude. Mon ex-mari se tenait là, un pistolet à la main, son visage déformé par une rage froide. « Touchante retrouvaille », a-t-il dit, sa voix dégoulinante de sarcasme. La mère et la fille réconciliées, et ma fidèle Sophie, jouant double jeu, Delphine s'est placée instinctivement devant moi, un geste protecteur qui m'a rappelé à quel point j'avais sous-estimé sa force. « C'est fini, Claude.
a-t-elle dit calmement. Nous avons toutes les preuves. Pour Thomas, pour Julien, pour tous les autres. Les autres? Ai-je murmuré horrifié. Oh oui, a répondu Claude avec un sourire glacial. Thomas n'était que le premier. Il y en a eu d'autres, des obstacles, des menaces, des témoins gênants. Il a agité son arme. Mais ça n'a plus d'importance maintenant. Vous allez toutes les trois mourir ici. Un tragique accident de laboratoire. La fille déséquilibrée qui a tenté de tuer sa mère, l'assistante qui a essayé d'intervenir. Une histoire parfaite pour les journaux. Delphine a fait un pas en avant. Tu as oublié quelque chose, père. Ah oui? Et quoi donc? Elle a souri. Un sourire qui rappelait étrangement celui de Claude. J'ai appelé la police dès que j'ai vu ta voiture se garer dehors. Ils sont déjà là. Comme pour confirmer ses paroles, des sirènes ont retenti au loin, se rapprochant rapidement. Le visage de Claude s'est décomposé. Dans un accès de rage, il a levé son arme, visant directement Delphine. Je n'ai pas réfléchi. J'ai bondi en avant, me plaçant entre ma fille et la menace. J'ai entendu la détonation, ressenti l'impact, puis une douleur fulgurante dans ma poitrine. Les événements qui ont suivi sont restés flous dans ma mémoire. Des cris, d'autres coups de feu, des portes qui s'ouvraient avec fracas, des voix autoritaires. Je me suis réveillée 3 jours plus tard à l'hôpital. Delphine était à mon chevet, ses yeux rougis par les larmes et le manque de sommeil. « Tu m'as sauvé la vie », a-t-elle dit simplement, quand elle a vu que j'étais consciente. « C'est ce que font les mères », ai-je répondu faiblement. L'inspecteur Lenoir est venu me voir dès que mon état l'a permis. Claude avait été arrêté. Les preuves rassemblées par Delphine et Sophie étaient accablantes. Le docteur Rousseau avait rouvert officiellement l'enquête sur la mort de Thomas. La vérité éclatait enfin au grand jour. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, je suis assise dans le jardin de ma maison, observant les rosiers que Delphine et moi avons replantés ensemble. Ma blessure a guéri, laissant une cicatrice qui me rappelle chaque jour combien la vie est précieuse, combien l'amour est puissant. Claude attend son procès en prison. Sophie, dont le témoignage a été crucial, bénéficie d'une immunité partielle en échange de sa coopération. Et Delphine, ma fille courageuse, brillante et résiliente, a repris ses études de chimie. Elle veut utiliser sa connaissance des toxines pour développer des antidotes, pour sauver des vies plutôt que les détruire. Notre relation se reconstruit lentement, fragile mais sincère. Nous parlons de Thomas maintenant, de ses rires, de ses rêves, de la justice que nous avons finalement obtenue pour lui. Et quand je regarde Delphine travailler dans ce même jardin où elle jouait enfant, je sais que malgré toutes les tragédies, toutes les trahisons, l'amour peut survivre, blessé, transformé, mais toujours vivant, comme nous. Voilà, mes chers amis, l'histoire de ce gâteau empoisonné qui a changé ma vie à jamais. Une histoire de trahison, de vengeance, mais aussi de rédemption et d'amour retrouvé. Qui aurait pu imaginer qu'une simple sonnette, un matin ordinaire, déclencherait une telle tempête dans mon existence si soigneusement ordonnée? Je repense souvent à cette journée fatidique où Solange, ma voisine, est morte dans mon salon, après avoir goûté ce gâteau qui m'était destiné. Je revois son visage figé dans la surprise, cette mousse blanche autour de ses lèvres, signe du poison mortel qui parcourait ses veines. Sa curiosité lui a coûté la vie, et cette culpabilité me hantera toujours, même si je sais maintenant que je n'étais pas responsable de sa mort. Ce que je croyais être une tentative de meurtre par ma propre fille s'est révélé être l'œuvre machiavélique de Claude, mon ex-mari. Un homme que j'avais aimé, avec qui j'avais construit une famille et qui s'est avéré être un monstre capable de tuer son propre fils pour de l'argent. La vérité est parfois plus terrible que tout ce que nous pouvons imaginer, n'est-ce pas? Pendant 5 longues années, ma fille Delphine et moi sommes restés séparés par un mur de silence et de soupçons. Elle croyait que j'avais été complice dans la mort de son frère, tandis que je gardais mes secrets par peur des menaces de Claude. Tant d'années perdues à cause de mensonges et de manipulations. La découverte du rôle de Sophie Mercier dans cette affaire m'a peut-être le plus surprise. Mon assistante fidèle pendant 20 ans, qui connaissait tous mes secrets, travaillait secrètement avec ma fille pour faire éclater la vérité. Elle, qui avait semblé me trahir en rejoignant Claude, s'était en réalité infiltrée dans son entourage pour recueillir des preuves contre lui, comme quoi les apparences sont souvent trompeuses. Et puis,
il y a eu Julien Bertrand, cet homme que je n'ai jamais connu, le compagnon de ma fille, assassiné par Claude parce qu'il avait découvert la vérité sur les poisons développés secrètement chez Pharmagène. Un autre innocent sacrifié sur l'autel de l'ambition et de la cupidité de mon ex-mari. L'inspecteur Lenoir, avec son regard perçant et ses questions insistantes, a finalement été un allié précieux dans notre quête de justice. Sa méfiance initiale à mon égard était compréhensible. Après tout, l'histoire semblait me désigner comme une coupable potentielle, mais il a su voir, au-delà des apparences, écouter les preuves présentées par Delphine et Sophie, et finalement, arrêter le véritable coupable. Ce moment terrible où Claude est apparu dans l'entrepôt, arme au poing, restera à jamais gravé dans ma mémoire. La peur que j'ai ressentie n'était pas pour moi, mais pour ma fille, pour cet enfant que j'avais porté et que je n'avais pas su protéger des manipulations de son père. Quand j'ai vu son doigt presser la détente, mon corps a réagi avant même que mon esprit ne comprenne ce qui se passait. Me placer entre cette balle et ma fille était l'acte le plus instinctif, le plus maternel que j'ai jamais accompli. Je porte encore la cicatrice de cette balle sur ma poitrine. Un rappel quotidien que l'amour est plus fort que la haine, que la vérité finit toujours par éclater, même après des années de silence et de mensonges. Aujourd'hui, 6 mois après ces événements dramatiques, ma vie a pris un nouveau tournant. Delphine est revenue vivre avec moi pendant sa convalescence. Nous réapprenons à nous connaître, à nous parler, à nous faire confiance. Chaque jour apporte son lot de défis, mais aussi de petites victoires, de moments de complicité retrouvés. Nous parlons enfin ouvertement de Thomas, célébrant sa mémoire plutôt que de l'enterrer sous des secrets douloureux. Claude attend son procès en prison. Les preuves contre lui sont accablantes, non seulement pour le meurtre de notre fils et de Julien Bertrand, mais aussi pour d'autres crimes que l'enquête a mis au jour. Un homme d'affaires à Genève, un chercheur à Bruxelles, un journaliste à Madrid, tous morts dans des circonstances suspectes après avoir croisé la route de mon ex-mari. Le poison était devenu son arme de prédilection, un moyen propre d'éliminer les obstacles sur son chemin vers toujours plus de pouvoir et d'argent. Sophie, grâce à son témoignage crucial, a obtenu une immunité partielle. Elle travaille maintenant pour une organisation non gouvernementale qui lutte contre les pratiques non éthiques dans l'industrie pharmaceutique. Sa connaissance des méthodes de Pharmagène s'avère précieuse dans ce combat. Quant à Delphine, ma courageuse, brillante Delphine, elle a repris ses études de chimie, mais avec un nouveau but, elle veut développer des méthodes de détection pour les poisons rares, créer des antidotes qui pourront sauver des vies. La tragédie qui a frappé notre famille l'a transformée, lui donnant une mission, un sens à sa vie. Et moi, je réapprends à vivre sans peur, à profiter de chaque instant avec ma fille, à cultiver notre jardin ensemble, à reconstruire ce qui avait été détruit. J'ai quitté définitivement le monde de la finance pour me consacrer à une fondation que j'ai créée en mémoire de Thomas, une organisation qui aide les familles victimes de crimes non résolus à obtenir justice. Cette histoire, mon histoire, je vous la raconte aujourd'hui parce qu'elle porte en elle un message d'espoir. Peu importe les ténèbres qui peuvent envahir nos vies, la lumière de la vérité finit toujours par percer. Peu importe les blessures du passé, la guérison est possible si nous osons affronter nos démons, si nous choisissons l'amour plutôt que la peur. Si mon récit vous a touché, si vous avez ressenti ne serait-ce qu'une fraction de l'émotion qui m'habite encore en vous racontant ces événements, je vous invite à vous abonner à ma chaîne Souvenirs de grand-mère. Chaque semaine, je partage avec vous des histoires de ma vie, des moments de joie, de douleur, d'apprentissage, des histoires vraies qui, je l'espère, vous inspireront, vous réconforteront, vous feront réfléchir. Laissez-moi un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cette histoire. Auriez-vous agi différemment à ma place? Avez-vous déjà vécu une situation où la vérité a mis des années à éclater? Vos témoignages sont précieux pour moi. Ils créent cette communauté de partage qui donne tout son sens à cette chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes histoires. Et si vous avez apprécié ce récit, un petit « j'aime » est toujours encourageant. Cela me montre que mes paroles vous touchent, que mes expériences résonnent en vous. Je tiens également à vous remercier pour votre fidélité.
Sachez que chaque vidéo demande beaucoup de préparation, de courage aussi parfois, pour partager ces moments intimes de ma vie. Si vous souhaitez soutenir ce travail et m'aider à continuer à produire du contenu quotidien, vous pouvez contribuer via la fonction « Merci » en dessous de cette vidéo. Chaque donation, même modeste, m'aide à couvrir les frais de production et à améliorer la qualité de mes vidéos. Grâce à votre générosité, je pourrai continuer à vous offrir ces moments de partage, ces récits qui, je l'espère, vous apportent un peu de réconfort, de réflexion ou simplement une pause dans votre quotidien trépidant. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle histoire. D'ici là, prenez soin de vous, chérissez vos proches et n'oubliez jamais que la vérité, même douloureuse, vaut toujours mieux que le plus confortable des mensonges. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. À bientôt sur Souvenirs de grand-mère.